contre la corruption, droit pénal international, défense des droits de l'homme, droit bancaire, droit commercial, arbitrage, droit de réglementation des investissements, les questions et les affaires relatives aux réfugiés et l'immigration. Il est conseiller dans plusieurs organisations, je ne vais pas toutes les nommer, je vais en nommer 3, conseiller juridique de l'OHCR depuis 2015, conseiller juridique de la réserve de Chouf depuis 2015, associé de Brain International du Golfe depuis 2016, spécialisé en droit de l'homme, arbitrage, contrats internationaux, assurance et droit bancaire, droit des affaires, et tout ce qui est relatif à l'immigration du point de vue juridique. Donc, docteur Abdelsamad, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'organisation et remercier aussi votre présence. Ça me fait beaucoup de plaisir de se prononcer sur un sujet assez important concernant la restitution des biens spoliés par des membres de la classe politique à l'État libanais. En fait, cette étude est un extrait d'une étude que j'ai effectuée en langue arabe. Et pourtant, je fais mon mieux de la développer en français. Elle contient pas mal de normes, pas mal de directives, des expériences que j'ai vécues, que j'ai travaillé sur. Donc, c'est pour cela que j'ai fait un petit plan, commençant par une introduction et ensuite le développement du sujet, et à la fin, pour parler du tribunal qui va traiter ces sujets-là. L'article suivant est en effet un de nombreux articles que j'ai rédigés tout au long des années précédentes. Depuis la date célèbre du 17 octobre 2019, et jusqu'à cette minute, je n'ai pas cessé de poursuivre des actualités, soit au niveau juridique, soit au niveau socio-économique. À titre d'exemple, voici un échantillon des sujets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. Recouvrement illégal de fonds. Article sur la nécessité d'abolir la justice militaire au Liban. Article sur la nécessité d'abolir la cour judiciaire au Liban. Article sur les lois contribuant à l'indépendance de la justice libanaise. Article sur l'enrichissement illicite au Liban. Article sur plusieurs procès illégaux de récupération de fonds au Liban avec des études. Vous pouvez projeter ici des... Ah bon, je ne sais pas si ça marche. Ça serait mieux. Oui, en tout cas, je vais essayer là, de résumer autant que je peux. Bref, au retour à notre sujet, notamment la restitution des biens, en fait, j'aimerais attaquer ce sujet. Hein? Alors, oui, donc, selon ce sujet-là, je veux le traiter sous 3 volets, heureusement si le temps le permet, sur le plan national, notamment le Liban, de 2 sur le plan régional, en l'occurrence arabe, et si je cite l'expérience égyptienne et l'expérience tunisienne, qui sont assez importantes, et à la fin, je parle du plan international, notamment du cas suisse, du cas d'Angleterre, ainsi que de la Convention des Nations Unies pour l'année 2014. Donc, alors, premièrement, concernant le Liban, je veux résumer autant que je peux là. Malgré l'existence du droit en vigueur, il y avait toujours une lueur d'espoir en ce qui concerne le recouvrement de ces fonds grâce à l'activation de la loi sur le blanchiment de capitaux et de la loi sur l'enrichissement légal, avec quelques amendements. La loi ratifiée récemment par le Parlement libanais sous la rubrique recouvrement des fonds publics pillés par l'État, à mon avis, il suscite plusieurs inconvénients. Il limite seulement la possibilité de poursuites discriminatoires par le bureau du procureur général.
faire fonctionner l'organe spécial d'enquête de la Banque du Liban uniquement à la demande du procureur public discriminataire. Donc, aussi, c'est un peu difficile. Et il détruit le principe du litige à 2 degrés, l'exigence de la proposition du jugement judiciaire. Je veux me contenter juste de donner des points flash. Et la remarque numéro 5 porte sur la prescriptibilité du recouvrement des fonds pillés et non sur la poursuite sous-jacente de l'infraction. La 6e et la dernière note vise à limiter l'utilisation des fonds confisqués sur la base de cette loi au service de la dette publique, ce qui signifie que les fonds récupérés peuvent être réutilisés pour des transactions et des opérations de corruption. En ce qui concerne la législation, c'est concernant le Liban, donc malheureusement, je n'ai pas aimé du tout, j'ai critiqué la récente loi qui a été mise en vigueur au Liban. Il y a des fuites qui permettent à l'autorité, au pouvoir, aux responsables politiques libanais de s'en. Bref. Concernant l'Égypte, je ne veux pas m'arrêter beaucoup sur l'Égypte, mais juste pour vous dire que le 11 février 2011, le départ de l'ancien président Mohamed Hosni Moubarak, la Suisse a réussi de geler des avoirs probablement détenus par Hosni Moubarak et 18 membres de son régime. À défaut de preuves, les avoirs n'ont pas été restitués, malheureusement. Et je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est une longue histoire. Mais juste pour vous dire que l'État n'a pas fait son poids pour restituer ces fonds-là, et la société civile n'a pas joué son rôle. Je parle notamment de l'Égypte, et c'est pour cela, peut-être, bon, je ne sais pas, quelques 100 millions de dollars qui ont été restitués, sinon les fonds demandés sont beaucoup plus que ça. Concernant l'expérience tunisienne, les avantages, c'est que la décision des autorités judiciaires tunisiennes de geler les biens de 114 personnes de la famille du président déchu, de sa femme, de son beau-frère et de ses proches, on a identifié les pays dans lesquels les fonds ont été déposés, la Suisse, la France, le Canada, les Émirats, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Liban et le Luxembourg. Les inconvénients, et malheureusement, quant au gouvernement arabe, ils n'ont pas réussi à coopérer. On n'a pas cet esprit de coopération entre les pays arabes. Pour quelle raison? La raison, c'est l'absence d'une culture anti-corruption. L'expérience par les États occidentaux des l'exigence plutôt, par les États occidentaux des décisions judiciaires rendues par la Tunisie sur les fonds. Les poursuites pour eux sont insuffisantes. Ils exigent des décisions judiciaires et malheureusement, rendre ce genre de décision de la part de la justice tunisienne me paraît un peu difficile. C'est pour cela qu'on a réussi de restituer, mais on dirait pas le montant exigé par le peuple tunisien. Sur le niveau international, pour aller un peu plus vite, là, je peux parler d'une convention qui est très importante pour ceux qui aiment se spécialiser dans ce domaine-là. On a la Convention internationale contre la corruption de 2004. C'est très important, surtout pour la preuve, à qui incombe la charge de faire la preuve, c'est très important. En 2004, la Convention ratifiée en 2004, elle contient au chapitre 5 des règles pour la normalisation et la coordination des mécanismes de recouvrement des actifs et des fonds volés. Afin de faciliter le recouvrement, on a renversé la charge de la preuve pour la poser sur le criminel, ce qui est très très important parce que ce n'est pas le cas ni au Liban, ni en Égypte, ni en Tunisie, ni en d'autres pays. La législation du Royaume-Uni, pourquoi le Royaume-Uni, vous allez voir, c'est que ce qui a amené le législateur britannique à adopter des lois qui favorisent la lutte contre la corruption, c'est d'abord le fait que les institutions financières britanniques étaient, à l'époque,
un refuge pour les fonds de corruption provenant des pays en développement, et deuxièmement, qu'ils étaient conformes à la Convention internationale contre la corruption. Actuellement, la loi du Royaume-Uni fournit aux organes judiciaires les mécanismes de confiscation pénale et civile. Et c'est très important parce que souvent, on se base seulement sur la confiscation pénale. Et pourtant, les dommages et intérêts, restitution des fonds, ce sont des sanctions civiles. Alors, on a besoin de trouver cet atout-là, cet instrument, de confisquer civilement les fonds. Je donne aussi la dernière, les expériences sont nombreuses, mais dernièrement, je veux attirer votre attention sur l'expérience très, très importante de l'Ouzbékistan. Après avoir passé en revue dans des articles précédents l'expérience de la récupération de fonds en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays, là, l'expérience ouzbek, plus précisément le cas de Gulnara Karimova, la fille aînée d'Islam Karimov, président de l'Ouzbékistan de 1991 jusqu'à son mort en 2016. En fait, tous les indices et toutes les apparences suggèrent que Gulnara Karimova est une femme de la haute société, mais elle est l'un des piliers de la corruption dans son pays, car elle a exporté de nombreux pots de vin aux opérateurs étrangers, souhaitant entrer sur le marché local de la téléphonie mobile. Après la mort de son père, la voie de corruption a commencé à s'arrêter. Karimova est désormais détenu dans son propre pays, tandis que ses affaires font l'objet d'enquêtes à travers Chypre, la Lettonie, l'Irlande, les États-Unis ou la France. Ce que j'aime parler sur, c'est que comment on a réussi, dans le cadre de cette expérience notamment, de restituer les fonds volés, ou je ne sais pas c'est quoi la terminologie, oui, voilà. Mais bon, je vous donne quelques expériences, quelques exemples, la Suisse et la France notamment. En Suisse, les tribunaux ont décidé que l'argent volé à Karimova devait être restitué, non à l'État ouzbek, mais c'est très important, hein. Ça peut être utilisé en tant qu'exemple à suivre. Donc, non à l'État ouzbek ou à ses institutions gouvernementales, mais à des organisations indépendantes n'appartenant à aucun organisme officiel, plus, et c'est très fréquent chez nous au Liban malheureusement, ni à des réseaux gouvernementaux corrompus, car en Ouzbékistan, il y a plus de 12 000 associations qui sont réellement contrôlées par le gouvernement. Elles ont donc besoin de transparence dans les dépenses, ce qu'on appelle là, les NGO. Oui, malheureusement, la moitié ou même les 3/4 de nos associations non gouvernementales au Liban appartiennent à la nation. Donc en pratique, la Suisse a déjà restitué 1,7 milliard de dollars de fonds pillés conformément à la loi suisse de 2016 sur la saisie et le recouvrement des avoirs d'origine illicite. Ce qui est intéressant à mentionner consiste dans le mécanisme de récupération de ces avoirs illégaux. Il s'avère que cela se fait en finançant des programmes d'intérêt public et non en versant de l'argent à l'État. C'est très important. Ce mécanisme a été la principale raison pour laquelle la Suisse a accepté de mettre fin au secret bancaire en acceptant l'échange automatique d'informations afin de lutter contre la corruption. Quant à la justice française, est-ce qu'elle a bien coopéré à cet état ou non? Elle a décidé de restituer 10 millions d'euros à l'Ouzbékistan, car Karimova possédait trois propriétés en France plutôt, mais cet argent est allé directement au budget de l'État, sans garantie d'utilisation ou d'emploi, ce qui a poussé le socialiste Jean-Pierre Sauvé, je ne sais pas si je pense pas le nom, à déposer au Sénat une proposition de loi inspirée du modèle suisse pour supprimer cette lacune de la loi française qui a été adoptée à l'unité en première lecture le 2 mai 2019, et depuis, elle devait figurer, à l'époque, il y a quelques années, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Enfin, qu'en est-il pour le tribunal compétent? Est-ce que
les tribunaux nationaux ont le droit exclusivement de traiter ce sujet, la restitution. Est-ce qu'ils osent le faire? Est-ce qu'on a besoin de recourir aux cours internationales que nous étions en train de s'emparer? Bon, pour plus d'informations sur ce sujet, j'ai fait un guide en langue arabe sur la restitution des fonds spoliés par des membres de la classe politique, mais grosso modo, ce que je peux dire, c'est que le tribunal traite, on a, en tant qu'avocat, en tant qu'activiste de la société civile libanaise, j'ai travaillé avec d'autres collègues, d'autres groupes à cet égard, et on a pu élaborer un tribunal indépendant, juste dans quelques pour expliquer la nature, le caractère même de ce tribunal. Il faut former un tribunal qui traite tous les dossiers relatifs au pot de vin, à la corruption, à l'enrichissement illicite, au blanchiment d'argent, à la falsification d'offres conformément aux lois locales et aux traités internationaux. Le tribunal instruit les dossiers sur plainte, signalement, notamment courrier, verbalement, et oui, c'est très important parce que des plaintes écrites et en même temps, parfois verbales. En se présentant au palais de justice ou en contactant le tribunal ne peut pas examiner les plaintes s'il estime qu'elles ne sont pas sérieuses. Ce tribunal-là a une personnalité juridique indépendante qui bien sûr, qui est de nature supérieure à d'autres tribunaux et pour éviter toutes les recommandations. Juste quelques mots à cet égard. Les jugements et les décisions de justice de ce tribunal-là jouissent d'une force probante absolue et tous les salariés, c'est-à-dire toute l'équipe de ce tribunal doivent avoir l'indépendance. Depuis sa création, ce tribunal-là est autorisé par l'État à mener à bien toutes les procédures et tous les travaux sans aucun obstacle, c'est-à-dire l'État est invité à coopérer avec ce tribunal, avec son équipe pour réaliser la justice, surtout sur ce sujet assez important, y compris de rendre les décisions de recouvrement. Le tribunal cherche à s'affilier à l'un des organismes locaux et internationaux. Le tribunal a le droit de communiquer avec l'État libanais, avec toutes ses institutions, organes, agences, avec les pays étrangers et l'appareil d'Interpol. Bon, c'est tout. Merci pour votre assistance, votre participation et si jamais il y a des questions. Merci, docteur. On a la possibilité de poser 2-3 questions.